Les présidiums de la Mouka annoncent une nouvelle manifestation le 29 septembre prochain sur toute l'étendue de la République. Enfin, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu ses derniers hommages au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu-Wakumwanza. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal au cours d'une conférence de presse animée par le présidium de la Mouka. C'est vendredi 17 septembre à Kinshasa. Martin Fayulu Madidi a passé en revue la situation de l'aire marche interdite par l'autorité urbaine avant d'annoncer une nouvelle manifestation le 29 septembre prochain sur toute l'étendue de la République. À ce sujet, suivez Martin Fayulu Madidi dans cet extrait choisi pour vous par Johnny Ming. Le présidium de l'Amouka annonce solennellement qu'il organisera une autre marche le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celle du 15 septembre. Quelle insulte! Alors, il y a des gens, certainement, je vous dis et je vous le répète parce que vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre. Si vous ne connaissez pas les lingala, si vous avez appris les lingala à l'âge adulte, ça c'est votre problème. Moi c'est ma langue maternelle. Ça c'est un. Deux, cher ami, la Mouka est ici. Vous avez déjà entendu quelqu'un d'autre réclamer la Mouka? El Bandundu. S'il vous plaît, premier, laissez-moi terminer cette affaire. Mouzito, il peut vous le dire. Mouzito peut vous le dire. Je les connais depuis combien de temps? Avant 2018, je n'avais pas rencontré Mouzito. Jamais. Avant 2018. Jean-Pierre Bemba, je le connais depuis plus de 40 ans. Jean-Pierre Bemba, c'est mon frère. Allez lui poser la question. J'allais chez lui. Jean-Pierre, il faut lui poser la question. Chez son père et tout ça. Quand ma maison à Binza a été incendiée, papa Bemba Saoulona, paix à son âme, est venu me voir pour dire: mon fils, c'est mon père. Mais vous parlez de quoi? Si vous ne savez pas, mais la Mouka El Bandundu, ça veut dire quoi? Tala, ndekonangai, oyebi ke ngai avant élection oyo. Na komana na province à Bandundu te. Oyebi yango. Mais na komana Kananga, na komana Mbujimai, na komana tous les Katanga j'ai fait, les Kivu j'ai fait. Vous parlez de tribalisme. Le Premier ministre vient de vous expliquer. Alors, ce que vous êtes tribaliste, Olengi Batin Yopo Kotisa, Otia Sonzo, pour Kota Batou. Sonzo no wana ezali Kota Bisote. L'Office national d'identification de la population a célébré le jeudi 16 septembre dernier à Kinshasa la journée internationale de l'identité sous le thème l'identification de la population en RDC, garantie d'une identité légale pour tous. Ainsi, plusieurs autorités ont rehaussé de leur présence, notamment le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Daniel Asselo. Suivez ce reportage de Clarisse Chibanda et Delphine. Cette matinée de plaidoyer a eu comme objectif de la célébration de la journée du 16 septembre consacrée comme journée internationale de l'identité. Prenons la parole, le directeur général de l'Office national d'identification de la population, Richard Ilunga, a expliqué les raisons de cette journée. L'identité légale pour tous qui nous réunit ce jour est l'un des objectifs de développement durable numéro 16, cible 9, à atteindre d'ici 2030 par toutes les Nations Unies, réunies autour des idéaux nobles qui guident l'Organisation des Nations Unies grâce notamment à l'enregistrement des naissances. L'identité se trouve ainsi être le premier élément prouvant l'existence d'un être humain. Il n'y a pas d'existence ni anthropologique, ni juridique
sans identité. Ainsi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo, a rappelé que le président de la République tient à ce que la question sur l'identité soit résolue en République démocratique du Congo. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inscrit dans son programme quinquennal l'identification de la population et la délivrance de la carte d'identité nationale sécurisée à chaque citoyen. Il tient à ce que la question de l'identité soit définitivement résolue en République démocratique du Congo, et cela avec l'appui de la population. Le directeur général de l'Office national d'identification de la population a au sortir revenu sur l'importance de l'identification et sensibilise en même temps la population sur l'objectif de l'Office national de l'identification de la population en République démocratique du Congo. À ce jour, près d'1 million de personnes n'ont pas d'identité légale. Et quand on vous dit que 100 millions de Congolais, c'est presque le 10% presque de cette population-là n'ont pas de carte d'identité. Il fallait que l'ONIP, l'Office national d'identification de la population, qui doit s'occuper de l'identification, de la création du fichier général de la population et de l'octroi de la carte d'identité, s'implique pour sensibiliser, pour mobiliser les citoyens afin que chacun comprennent l'importance d'avoir une carte d'identité, l'importance d'avoir une identité légale. Rappelons que l'Office national d'identification de la population a pour mission d'identifier systématiquement tous les Congolais vivant au pays et à l'étranger, ainsi que les étrangers résidant en République démocratique du Congo. Je l'ai annoncé au sommaire, Gabriel Kyungu Wakumwanza a été inhumé le jeudi 16 septembre 2021 à Lubumbashi. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était présent et a rendu ses derniers hommages au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Suivez. Comme tous les jeudis matins, l'aéroport international de la Loanoa Lubumbashi a reçu le vol régulier de la compagnie CAA. À son bord, un passager inhabituel, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a choisi de partager ce vol commercial avec plusieurs autres passagers anonymes. Au pied de l'avion, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, l'en a aussi remarqué la présence du Premier ministre Sama Lukonde et le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, tous venus accueillir le premier citoyen au chef-lieu du Haut-Katanga. Après la haie d'honneur, le chef de l'État et sa suite se sont dirigés au siège de l'Assemblée provinciale, transformé en funérarium pour un hommage national à Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, décédé le mois dernier. Le président de la République s'est incliné devant le corps de l'illustre disparu et déposé sa couronne de fleurs. Par ce geste, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu rendre un dernier hommage à une icône nationale de la politique congolaise et un symbole pour le Grand Katanga. Gabriel Kyungu Wakumwanza fait partie des 13 parlementaires qui, aux côtés de Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, avaient décidé de lutter pacifiquement pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo. Cette longue lutte pour la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo ont été rappelés à l'assistance par l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, devant plusieurs personnalités du pays. L'UNAFEC, son parti politique avec ses cadres et militants, ont tenu aussi à rendre un vibrant hommage au Baba. Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président du conseil d'administration de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, Baba Kyungu était un des piliers du régime du président Tshisekedi. Connu pour son franc-parler, Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza est décédé à l'âge de 82 ans. Comme l'avait souhaité sa famille biologique et sur instruction du chef de l'État, il a été inhumé dans un mausolée
de la ferme Kiambi en toute intimité familiale. Signature le mercredi 15 septembre 2021 du plan de transition pour le départ échelonné de la MONUSCO de la RDC. Suivez la chef de la MONUSCO Bintou Keïta et le ministre du plan Christian Mwando. Suivez. Merci. Donc moi je suis ici avec toute une équipe qui avons rencontré son Excellence Monsieur le Premier ministre afin de conclure le travail qui nous a tous occupés depuis l'établissement du groupe de travail conjoint le 5 juillet dernier pour signer le plan de transition de la MONUSCO et que ce plan, en le signant, soit formellement transmis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc ce document va être discuté au Conseil de sécurité et d'ici quelque temps nous aurons un retour de ce que les membres du Conseil de sécurité apprécient et comprennent des discussions, parce que nous avons vraiment eu des discussions et des échanges et de vrais dialogues entre la partie gouvernementale et la partie onusienne sous le leadership de M. David McLakankar et de toute l'équipe à la fois des agences fonds et programmes et de la mission MONUSCO. Alors si je dois vous dire le contenu de ce plan de transition, je pense qu'on serait là pour très longtemps, mais je veux juste vous dire, vous inciter, une fois que le document est public, de lire le fait qu'il y a 18 jalons et beaucoup d'indicateurs qui expliquent comment le travail doit être fait, donc mis en œuvre pour qu'à un moment donné, la mission qui s'appelle MONUSCO puisse partir de façon graduelle, responsable et durable de la République démocratique du Congo. Oui, vous savez que depuis un certain temps, le chef de l'État nous avait donné la mission de finaliser avec la MONUSCO le plan de transition pour la sortie échelonnée et durable de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Donc nous nous sommes mis entre les deux parties et nous avons fait un plan jusqu'à l'horizon 2024 qui, ce plan, marque les obligations de la part du gouvernement congolais et de la MONUSCO. Ce plan marque également les étapes qui doivent être franchies en termes de la fin des violences au niveau particulièrement de l'Est, au niveau de la protection des populations, au niveau de la stabilisation communautaire, au niveau du désarmement et de la réinsertion. Donc, nous avons mis ensemble ces idées, nous nous sommes mis d'accord sur des étapes à franchir et c'est cet accord-là qui a été formalisé aujourd'hui entre les deux parties et il va rester maintenant l'étape de l'exécution que nous allons nous mettre encore d'accord à partir du moment où nous aurons l'accord final du Conseil de sécurité. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a assisté personnellement le mercredi 15 septembre 2021 à l'aéroport international d'Ndjili à l'atterrissage de des avions en provenance de Nairobi obtenus dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu entre la compagnie Congo Airways et Kenya Airways. Suivez le chef du gouvernement dans ses propres recueils. Bon, disons qu'ici, moi je suis venu encourager une initiative, une impulsion qui porte déjà du résultat. Je vais d'abord rappeler que dans le programme du gouvernement que nous exécutons en fonction de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est que nous voulons avoir une forte portée sociale. Et dans le domaine du transport, nous avons récemment pris des décisions qui pouvaient permettre que nous ayons ces échanges à travers toute la République avec la baisse des produits, des tarifs dans le cadre des voyages aériens. Et nous avons déjà une très forte demande des personnes qui veulent se déplacer d'un point A à un point B, ce qui va permettre des échanges et finalement le désenclavement du pays, en tout cas du point de vue aérien. Et ici, on voit qu'avec la politique que nous avons menée, nous avons notre compagnie qui veut bien répondre de manière positive à cette action en amenant plus d'appareils qui vont permettre justement ces déplacements des personnes. Donc, il fallait vraiment encourager ça, encourager l'initiative de la compagnie
encourager l'encadrement, bien sûr, au niveau des ministères qui ont en charge l'administration et la technicité, donc notamment le ministère du portefeuille, le ministère des Transports, et puis garantir que nous allons continuer dans cette lancée, dans cette perspective, pour avoir encore plus de résultats demain. Donc en tout cas, c'était vraiment pour marquer l'accompagnement de la primature, de tout le gouvernement dans ce type de projet. J'espère que toute la population, en tout cas qui cherche à se déplacer d'un point A à un point B, pourra en bénéficier à des prix très compétitifs. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, et la coopération belge s'accordent pour l'aboutissement du projet de formation de professionnels de santé sur la prise en charge de maladies épidémiologiques en République démocratique du Congo. Pour cette fin, je vous invite à suivre ces propos recueillis par Ginette Bézon. J'étais venu voir le ministre pour lui parler d'un projet que nous avons, que nous devions déjà développer en mars 2020, mais lors d'une mission économique que j'avais préparée, mais qui a dû être ajournée à cause de la pandémie. Et donc c'est un projet qui touche à l'urgence médicale au Congo, sous ses différentes formes. Donc l'urgence, le cas de la Covid en est un exemple, mais ça peut concerner également d'autres pathologies. Et donc c'est un projet qui commencerait par un projet pilote à Kinshasa, avec un volet formation, un volet numérique, un volet équipement d'hôpitaux pour prendre en charge l'urgence médicale au Congo. Et donc c'est de valoriser également le savoir-faire belge en la matière au service de la population congolaise. Et bien donc on s'est mis d'accord sur un échéancier assez concret, peut-être le mois de novembre prochain, lors de son prochain voyage en Belgique, de rassembler cette offre belge liée à cette thématique pour faire avancer les choses. Il y a déjà quelques financements. Ce projet a déjà démarré. Il y a une partie, en tout cas la phase formation, qui devrait commencer déjà à Kinshasa début novembre. Donc je m'appelle Esther Koumouimba Ngoy et donc je suis la DG de Afia Consultants, qui est une société qui n'a qu'un objectif, c'est de former médecins, infirmiers, l'ensemble du corps médical dans la prise en charge des patients au niveau des urgences, des soins intensifs et de la réanimation. Donc par rapport à ce domaine, en venant de l'Europe, j'ai eu l'opportunité de travailler comme manager dans différentes structures, différents hôpitaux. Et là, je viens de clôturer mon contrat chez Pfizer et j'avais comme responsabilité de former le staff. En arrivant à RDC il y a 2 ans, je me suis rendu compte que l'une de nos grosses lacunes était l'entrée de l'hôpital, qui sont les urgences. Certains hôpitaux ont essayé de mettre en place des urgences. Malheureusement, nous n'avons pas les normes et les compétences requises. Les urgences dans d'autres pays dans le monde sont une spécialité. Et chez nous, ici aux urgences, à Kinshasa, nous n'avons pas cela comme spécialité. Donc nous sommes associés pour mettre en place un projet afin de former le corps médical de notre pays. Réagissons à ce qui concerne la prorogation pour la 8e fois de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Le président du parti politique INANA salue la volonté exprimée par les élus nationaux. Le prince Willy Michiki encourage les efforts déjà fournis jusque-là par le FRDC. Pour cette fin, je vous invite plutôt à suivre le président de l'INANA et membre de l'Union sacrée de la Nation dans ses propos recueillis par Christian Lissikou et Jonathan Koyabia. Le travail que les FRDC sont en train d'abattre dans ces coins-là, c'est un travail qu'il faut vraiment reconnaître. Vous savez, dans 4 mois, faire ce qu'ils viennent de faire, c'est impossible. Vous savez, les Américains, l'armée la mieux organisée, la mieux équipée du monde, a fait 20 ans en Afghanistan. S'il vous plaît, 20 ans, c'est l'âge d'un homme adulte aujourd'hui. Mais les talibans est toujours là. Jusqu'à ce qu'ils ont été fatigués, ils ont dit, mais ça sert à quoi de rester, ils sont partis. Mais les 4 mois que les FARDC viennent de faire à Ituri devraient être considérés à l'état militaire, le temps de préparer le terrain.
de faire la fouille, de préparer la logistique, la communication, tout ça. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le bilan est largement positif. Chez moi, au Nord Kivu, 82% des groupes armés nationaux ont déposé les armes. En Ituri, c'est 64%. Tous ceux-là qui vivaient des kidnappings, vous voyez tous ces immeubles qui poussent comme des champignons à Kinshasa, Beni, Bukavu, Goma, un peu partout, même dans les pays voisins, à Kigali, Kampala et Kosovo. Mais ça vient d'où? C'est l'argent des kidnappings, c'est l'argent de vente des munitions. Alors, ce business-là dérange. On a étouffé une source de revenus. Et c'est ça qui a fait agiter certains députés aujourd'hui qui sont soutoyés et courtisés pour qu'ils puissent bloquer une éventuelle prorogation. Le gouvernement est en train de faire un bon travail. C'est vrai que nous demandons au gouvernement de faire plus. L'association des victimes des Kamwina Nsapu a déposé le jeudi 16 septembre 2021 une plainte de 20 000 victimes de crimes graves commis dans la région du Kasaï auprès du bureau du procureur de la Cour pénale internationale à la Haye aux Pays-Bas. Cette dernière a demandé au procureur de la CPI d'amorcer son enquête en vue de condamner et faire reconnaître aux victimes de tous les actes de droit à une indemnisation juste et équitable. C'était au cours d'un point de presse tenu au CEPAS à Kinshasa. Suivez ces reportages de Dodo Kalonji et Delphin Tundola. Cette plainte déposée auprès du bureau du procureur de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, par l'association des victimes des Kamwina Nsapu, au nom de 20 000 victimes, a pour but de lutter contre de graves violations de droits de l'homme commises dans la région du Kasaï, question de leur rendre justice. 5 ans après, aucune suite ni condamnation favorable, a fait savoir Miran Moulumba, président de cette structure. 5 ans jour pour jour, depuis le début du procès, sans aucune condamnation observée. Entendu que la région du Kasaï a été le théâtre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité entre 2016 à 2017, sans qu'une enquête sérieuse ne soit diligentée jusqu'à ce jour. En dépit de tous les appels lancés en direction des autorités politiques et judiciaires de notre pays. Qu'après qu'elle ait déposé en 2000, qu'après qu'on ait déposé une plainte en 2019, sans succès, auprès de l'auditorat général de FARDC via l'auditorat supérieur de l'ex-Kasaï occidental. Notre association, dénommée Association des victimes du Grand Kasaï, AVGA en sigle, a décidé et déposé ce jour auprès du bureau du procureur de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, la plainte au nom et pour le compte de 20 000 victimes. Parmi les noms de plusieurs personnalités civiles, militaires, policières et sécurité figurant sur cette liste transmise à la CPI, notamment le sénateur à vie Joseph Kabila Kabangi, Kalev Moutombe, Emmanuel Ramazani, Évariste Bouchab, Alex Kandé Moupompa, le général de brigade Assoumani Kumba Issa, ainsi que le colonel Jean-Didier Mambouini. Il faut dire que l'association des victimes des Kamwina Nsapu a demandé au procureur de la CPI d'amorcer son enquête en vue de les faire condamner et faire reconnaître aux victimes le droit à une indemnisation juste et équitable. Les agents de lignes aériennes congolaises étaient le jeudi 16 septembre 2021 devant les bâtiments abritant leurs installations pour exiger au gouvernement de la République le paiement de leurs décomptes finales, les arriérés plutôt de salaire, ainsi que se faire une idée en ce qui concerne le dossier relatif aux biens immobiliers de leur entreprise. Reportage d'Heriti Bouti. Ils étaient nombreux, ces agents des lignes aériennes congolaises, devant le bâtiment abritant leur direction pour exiger au gouvernement de la République le paiement de leur décompte final, les arriérés des salaires, et cela s'ajoute à la suite réservée aux dossiers relatifs aux biens immobiliers de leur entreprise. Besoin na biso soko talibia au komona bosenga la biso da yaki abiko senga da makambo misatu. Makambo misatu to senga ki bazongisa kompani oyo lolenge oyo ezalaki banda kala
esala mosala nango na mboka ndenge esalaka mosala. Besoin ya mibale tosengi bafuta biso mbongo na biso oyo tosala mosala bariere ya plus de 200 mois oyo toza na yango bafuta yango. Et puis besoin ya misato ezali baremettre biso baparcelle na biso oyo tosinaka convention na gouvernement congolais bakatela biso yango mbongo moto asomaka balopango wana yende ala ministre ya transport na ministre oyo Cheribe Okinde yende asomaka balopango wana mabe ezali nini bato bayaki na liquidation ya bondoki fotoka liquidation ya bondoki wana bango nde balingi kopesa biso balopango na biso te mpe balingi kofuta biso mbongo na biso te. Baza baza kokufa 200 mois epeye bana baza kolala epai bana epai basi epai biso mosusu tolala na nzela ozolala na ndako makolo libanda ozolala boye na salon oyo telema tokoma salon mpona nini efuta ezali te 200 mois epeye boyokela biso mawa soki bozali na motema ya bakongolais bapesa biso mwa eloko wana biso toza na vie mpo bato basili kokufa. Signalant que ces agents de l'ACOR pensent que leur salut passe par l'intervention du chef de l'État à travers sa vision du peuple d'abord. Le prix des denrées alimentaires ne font qu'augmenter nuit et jour sur les marchés de la capitale et c'est en attendant la suite de pourparlers entre le gouvernement de la République et la Fédération des entreprises du Congo. Quant à ces, je vous invite à suivre cet élément réalisé par nos stagiaires de l'IFASIC. Certains produits de première nécessité ont augmenté les prix sur les marchés de Kinshasa depuis quelques semaines. Cette situation qui affecte les panneaux de la ménagère inquiète la population de la capitale. Les produits tels que la farine de maïs, l'huile, le piment et autres augmentent les prix au moment où le gouvernement a annoncé l'abondance prochaine de produits surgelés sur les marchés. Contacté pour la circonstance, le vendeur du marché Zigida se plaigne. Augmentation à biloko neti biso tosombaka na bakongo fiti na société amene basako na baliko biloko banda ezomata tozokomprendre te kitaka te papa fati tozomona eloko te biso tozolia te tozokufa nzala biloko emaki na wenze pilipili seke ekomi 200 000 semoule ekomi 35 000 50 000 wine ekomi 100 000 tozokendela mboka yango wapi atala likambo oyo alobaki biloko ezokita me biloko ekita te eza lokola bozokanga biso bozotindika biso na libulu mboka na biso biloko tozokoka te fufu basi masango ya kolia nini kuna masango 18 000 siko peple biso oyo tozali awa ndenge nauti koteka na zongi na 1000 francs na ndako siko bana wana baza kuna na bakoko na bamoya. Notez que les autorités compétentes ont du pain sur la planche afin de matérialiser les slogans « Le peuple d'abord ». Quel est l'impact du projet Kintoko sur les terrains? Nous vous invitons à suivre cet élément réalisé par nos stagiaires de l'IPEN dans la commune de Limete. Suivez. Quelques mois après le démarrage de ses activités dans la capitale congolaise, le projet Kintoko a augmenté sa capacité de collecte de bouteilles en plastique par jour. Pour ce qui est de savoir si les 10 projets ont un impact positif ou négatif dans la commune de Limete, communément appelée commune présidentielle, certaines personnes rencontrées encouragent l'initiative. Pote bakomini nyonso na bakomini oyo po bopeto na nekoti te bopeto ekota. Moi je trouve ça c'est une bonne idée parce que auparavant l'Limete n'était pas comme ça. Il y avait plein de sacs de bouteilles par-ci par-là, mais maintenant si tu arrives à Limete, vous verrez qu'il y a vraiment de la propriété, vous êtes à l'aise, même si un étranger arrive ici, il verra que la capitale est tellement propre. Je trouve que la série Kintoko, ça aboutit très bien parce que ça permet à notre commune, ça peut être propre, il n'y a plus de déchets, il n'y a plus de saleté, tu vois, l'environnement est vraiment dégagé, c'est mieux. Notez que le projet Kintoko est destiné à assainir la ville de Kinshasa.
Pour clôturer cette édition du journal, le cimetière de Kitambo, transformé en un lieu de repos et de business par les habitants menuisiers en face et les femmes qui font le petit commerce. Bien que notre équipe n'a pas été autorisée à filmer, suivez cet élément de nos stagiaires de l'IPEN. Officiellement fermé par les autorités depuis 1982, le cimetière de Kintambo continue à accueillir de nouveaux locataires. C'est au mépris des normes et de l'éthique que le fossoyeur poursuit l'inhumation en ce lieu. L'anarchie totale règne dans ces cimetières, les gens chargés d'éraser les herbes, le menuisier en face et les femmes qui font leur petit commerce ont transformé ces cimetières en un lieu de repos et business. Conséquence, les croix des différentes tombes sont cassées alors qu'elles servent de repère pour identifier les morts et la date de leur décès. Le 1er août de chaque année, certaines familles éprouvent des difficultés de rendre hommage à leurs membres de la famille décédée. Notre équipe n'a pas été autorisée à filmer le cimetière. Le gouvernement provincial de Kinshasa n'ignore pas ce qui se passe au cimetière de Kintambo et doit cependant évaluer les risques de cette activité sur les doubles plans environnemental et sanitaire, car tout ceci cause des inconvénients sur le vie humain. Le mieux à faire est de délocaliser le bureau administratif du cimetière et d'affecter son personnel ailleurs. Alors le mort pourrait se reposer en paix. C'est la fin de ce journal. À présent, je vous rappelle le principal titre. Les présidiums de la MOUCA annoncent une nouvelle manifestation le 29 septembre prochain sur toute l'étendue de la République. Enfin, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, a rendu ses derniers hommages au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu-Wakumwanza. C'est la fin de ce journal. Merci à Guilhem Ayamba et Delphin Tundula pour la supervision technique. Retrouvez Dodo Kalonji Dama pour la grande et nouvelle édition du journal. Au revoir.